Le bébé hurlait depuis plus d'1 heure. Pas ce petit cri intermittent qu'on apprend à ignorer, mais un cri brut, profond, celui qui vous traverse la poitrine et vous rappelle que les choses essentielles peuvent vous échapper en une nuit. J'étais debout dans la cuisine, une tasse de café refroidissante entre les mains, incapable de faire quoi que ce soit d'autre que regarder l'horloge. Marseille étirait ses bruits contre la fenêtre ouverte, les klaxons lointains, le chant intermittent d'une camionnette de livraison, le cri des mouettes au-dessus du port. La ville avait toujours eu cette façon de transformer le quotidien en bande sonore. Ce soir, tout sonnait faux. Je croyais avoir le contrôle. Je croyais savoir comment gérer une maison, comment maintenir une façade, le travail, les factures, la poussette au pied du quartier, les invitations, quelques posts sur nos photos de famille. Nous avions une vie qui tenait debout sur des détails soignés. C'était confortable, du moins en apparence. Puis il y a eu le licenciement, puis les factures qui s'empilaient, puis les silences dans lesquels Élodie s'enfermait quand elle rentrait du travail. Je voyais les fissures, mais je les appelais « période creuse ». Ce mot « période » me donnait l'impression que tout finirait par passer. Ce soir-là, tout a basculé dans la petitesse d'un biberon. J'étais là, paralysé, incapable de trouver le bon dosage de chaleur et d'autorité pour calmer Léo. Il avait 11 mois, de grands yeux noirs et la franchise des très petits. Son cri me rappelait à l'évidence de mon impuissance. Je n'étais pas le parent que je prétendais être quand il n'y avait pas de public. C'est alors qu'elle est entrée. Anna poussa la porte sans frapper. Ce n'était pas impoli, c'était simplement sa manière d'être présente sans réclamer. Elle avait 19 ans, peut-être 22, je ne savais jamais exactement. Nos échanges étaient d'abord restés professionnels, horaires, tâches, listes. Elle portait une veste légère, ses cheveux attachés en un chignon qui n'avait pas l'air de chercher la perfection. Son visage était calme, ses mains précises. En quelques gestes simples, préparer le biberon, vérifier la température, s'asseoir avec Léo contre elle, la maison s'est transformée. Le cri s'est peu à peu arrêté, remplacé par des petits bruits de succion, par le souffle régulier d'un sommeil réparateur. Je suis resté planté là, la tasse glissante entre mes doigts, comme si j'assistais à une magie dont j'avais oublié la formule. Dans ce silence revenu, j'ai senti monter quelque chose qui ressemblait à l'humiliation. Pas celle que l'on se permet d'afficher devant les amis, mais une honte tranquille. J'avais de l'argent, j'avais des solutions, et j'étais resté incapable de nourrir mon propre fils. Elle, qui venait d'un pays à des milliers de kilomètres, savait exactement quoi faire. On l'avait appelée Anna, parce qu'elle avait dit que son nom complet était trop long pour nous, pour la France, pour nos trous de mémoire. Elle venait de Sao Paulo, m'avait-elle dit un soir en me tendant une tasse de café pendant que je tentais d'apprendre son prénom correctement, et elle avait ri sans prétention, avec une pudeur qui vous mettait à l'aise. Elle parlait assez bien le français pour que la conversation soit fluide, assez mal pour que le portugais réapparaisse parfois comme une chanson lointaine au téléphone quand elle appelait sa mère. Elle avait quitté le Brésil pour plusieurs raisons, envie d'apprentissage, opportunité, l'idée de vivre quelque chose d'autre, avait-elle expliqué la première semaine. On lui offrait une chambre, des repas, de l'argent de poche. Nous lui promettions des horaires raisonnables, on se le disait réciproque et correct, comme si la politesse suffisait à effacer toutes les asymétries. J'ai appris à l'observer ensuite, parce que c'est le réflexe humain quand quelque chose vous ébranle, on scrute la cause. Elle préparait le repas du soir en chantonnant doucement, et je l'ai surprise une fois, au petit matin, à étendre son linge sur le petit balcon qui donnait sur notre cour intérieure. Elle avait une routine silencieuse. Café ciré, aller marcher sur le Prado quand elle le pouvait, appeler sa sœur le dimanche soir. Elle gardait dans son sac des petits trésors, parfois des légumes qu'elle ramenait d'un marché modeste, parfois des biscuits qu'elle partageait avec Léo. La première fois qu'elle a chanté une berceuse en portugais, Léo a eu un grand sourire et a fini par s'endormir, son visage tout entier détendu. J'ai vu ce sourire et j'ai compris que quelque chose d'essentiel se passait entre eux. Pourtant, Anna n'était pas une fée invulnérable. Sa présence était ponctuée de départs rapides. Avant elle, il y avait eu 3 autres au pair en moins d'1 an, 2 françaises et une espagnole. Elles étaient restées un temps, puis avaient disparu, comme des personnages d'un récit que nous n'avions pas pris la peine d'écrire. On me parlait d'elles comme d'un problème logistique. Elles ne supportent pas le rythme, elles s'en vont pour des raisons personnelles, elles ne s'adaptent pas. Je le disais aussi, parfois même à voix haute, pour me débarrasser d'un malaise qui ne cessait de me tordre la poitrine. Ce soir-là, en regardant Anna bercer Léo, j'ai senti que je commençais à comprendre autre chose.
Je me souviens de la première vraie conversation que nous avons eue, celle où les confidences sont venues sans que je l'invite. C'était un jeudi, jour de pluie, et Élodie était partie passer la soirée chez sa sœur. J'avais travaillé tard, j'étais rentré, et Anna m'attendait dans le salon avec une expression qui oscillait entre fatigue et décision. Elle tenait une petite tasse de thé, ses mains enveloppées autour de la porcelaine. On a parlé du quotidien, des tâches, de la façon dont je voulais que tout soit parfait pour la famille. Et elle m'a regardé avec une franchise qui m'a déstabilisé. « Ce n'est pas juste le travail, m'a-t-elle dit, c'est la façon dont on nous regarde. » Sa voix n'était pas accusatrice, elle parlait comme on décrit la météo d'un autre pays, factuelle, distante, mais porteuse d'une évidence. « Vous pensez que nous sommes ici pour rendre service. Parfois, on nous fait sentir comme si notre présence est une faveur. » Sa phrase m'a tailladé. J'ai senti les justifications remonter, les paiements réguliers, la chambre, les repas. « Mais on vous paye, non ?» ai-je commencé, comme si la question de l'argent devait expliquer tout le reste. Elle a secoué la tête doucement. « Ce n'est pas l'argent d'abord. L'argent aide, bien sûr, mais on peut recevoir de l'argent et perdre tout ce qui fait de nous une personne. » Elle a posé sa tasse et ses doigts ont frotté la table comme si elle mesurait une distance invisible. « Si personne ne m'appelle Anna, autrement que pour me demander de faire ceci ou cela, si on me parle comme si j'étais un outil, pas comme si j'avais une soirée qui m'appartient ou une famille au loin, si on me dit « rentre tard parce que l'on a besoin de toi », puis qu'on se plaint de mon silence quand j'ai mal, elle a cherché ses mots, alors on se sent invisible. Je me suis trouvé à l'écouter avec une attention que je n'avais pas éprouvée pour ma propre honte. Les souvenirs sont venus en rafale, les opères qui partaient en pleurant, les remplacements hâtifs, les « on va s'organiser » qui ne se réalisaient jamais. Nous avions, je compris brusquement, créé un monde où la logique de la maison, les horaires, les sacs, les courses, primaient sur la logique humaine. Repos, lien, reconnaissance. Il était plus simple d'imaginer que la solution résidait dans rémunération ou horaire, mais ces mots tracèrent une autre carte. Elle m'a raconté des choses qu'elle n'avait pas dites auparavant, pas par pudeur, mais parce que la confiance avait un prix. Il fallait d'abord que je cesse d'être spectateur. Une après-midi, elle est restée coincée dans l'appartement pendant des heures parce que la porte d'entrée s'était bloquée et que personne n'avait remarqué qu'elle n'était pas sortie. Un autre soir, elle avait reçu un message de sa mère avec des nouvelles difficiles et je l'avais vue essayer de cacher ses larmes dans la cuisine pour ne pas mettre l'atmosphère en difficulté. Elle m'a parlé de contrats oraux, de promesses qui se brisent, de petites humiliations quotidiennes. Qu'on lui demande de nettoyer après une fête où elle n'était même pas invitée, qu'on la réprimande pour une tache sur un drap, qu'on considère son dîner comme secondaire. Je me rappelle avoir senti le visage devenir chaud, non seulement de gêne, mais d'incompréhension. Je me pensais généreux, je m'étais persuadé que la ponctualité des virements et la fourniture d'une chambre feraient la différence. « Je ne savais pas », ai-je murmuré. Elle m'a regardé comme si elle attendait une suite. « Je sais », a-t-elle répondu, « vous n'êtes pas le seul. » Et de sa voix s'est détachée une histoire non pas d'accusation, mais de description. Elle me décrivait un paysage social où l'on mesure la valeur d'une présence à la lumière des intérêts de ceux qui accueillent. Il y avait aussi, dans ses confidences, des anecdotes piquantes, des petites choses qui, prises isolément, paraissent presque comiques, mais qui assemblées dessinaient un tableau plus sombre. Une autre famille, m'a-t-elle dit, exigeait qu'elle ne parle pas portugais quand les invités étaient là, comme si sa langue était quelque chose de peu chic à cacher. Une autre au pair était régulièrement privée de son téléphone pendant la journée, sous prétexte de concentration, alors qu'en réalité il fallait vérifier l'arrivée d'un rendez-vous médical pour sa mère restée au pays. Et puis ces regards neufs, ces remarques à demi-voix. « Vous êtes jeune, vous verrez, nous on a fait pareil à votre âge », des banalités qui se transformaient en murailles. Je l'ai interrogée, peut-être avec une pointe d'orgueil masquée, sur ce que nous aurions pu faire différemment. Elle a souri, comme pour adoucir la rencontre, et a déployé une liste de choses simples. On sentait qu'elle proposait des gestes concrets, pas des leçons. Respecter les horaires de repos, garantir une journée entière de repos par semaine, nommer les tâches clairement et par écrit, inviter l'au-pair à des moments familiaux et pas seulement l'utiliser comme solution de secours. C'étaient des choses raisonnables. Mais derrière ce raisonnable, il y avait un mot qui revenait sans qu'elle ait besoin de le prononcer souvent, « dignité ». Donner la dignité, ce n'est pas un luxe, m'a-t-elle dit, c'est le minimum qui nous permet de rester.
Pendant un moment, j'ai pensé qu'il suffirait d'ajuster nos habitudes pour que tout aille mieux. J'ai imaginé des modifications pratiques, un planning clair, des discussions de manière régulière, peut-être un chèque un peu plus conséquent. J'étais d'une certaine manière prêt à tout cela. Mais il y avait quelque chose d'autre, plus insidieux, qui résistait à des solutions administratives. C'était mon propre regard, l'habitude de réduire une personne à son utilité, de considérer la maison comme une entreprise dont chaque employé a un rôle mécanique. Admettre que j'avais participé à ce regard demandait davantage que réécrire un contrat. Les semaines suivantes ont dévoilé une série d'épreuves banales devenues tests. Des amis sont venus dîner et, sans malice, nous avons commencé à discuter de notre chance d'avoir quelqu'un pour nous aider. Leurs mots étaient innocents, mais je les ai entendus avec une oreille nouvelle. J'ai surpris des commentaires sur la facilité supposée de la vie d'un au pair, comme si voyager dans l'autre pays compensait automatiquement les heures volées. Chaque remarque me cognait comme un petit marteau. Au même moment, la pression qui pesait sur nous depuis le licenciement ne disparaissait pas. Les rendez-vous pour des emplois, les appels à des assurances, les offres malhonnêtes de petites missions temporaires, tout cela revenait en boucle. Ma fierté me poussait à résoudre tout moi-même, à retarder la confession à Élodie. J'avais peur d'admettre que le confort que nous présentions tenait à un fil. Et ce fil, franchement, reposait souvent sur la constance de personnes comme Anna. Il y eut un incident que je n'oublierai pas. Une soirée d'été, tard, où la ville semblait se dissoudre dans la chaleur. J'étais sorti pour prendre l'air, j'avais laissé la réunion familiale pour la soirée, et je suis revenu sur la pointe des pieds. La porte d'entrée était entr'ouverte. La lumière venait du salon. J'ai entendu des voix, des éclats, mais pas d'énervement. Dans le canapé, Anna parlait avec Élodie et un ami de la famille, un homme qui venait parfois dîner, un peu trop sûr de lui. Elle riait, mais son rire se brisait parfois. À un moment, il a demandé, un brin condescendant, « Et comment tu fais pour être si souriante, toi, loin de ton pays ?» Il voulait sans doute flatter. Elle a répondu, et je me souviens de la façon dont sa voix est devenue plus sérieuse, « On apprend à vivre ici, mais c'est difficile parfois. » Puis l'homme, sans réfléchir, a lancé, « Tu dois adorer la vie ici, non? Le soleil, la mer ?» Comme si le paysage pouvait compenser la solitude ou la bureaucratie. Anna haussait les épaules. « Parfois, a-t-elle dit. » Elle est restée polie, comme toujours. Après le départ des invités, je l'ai retrouvée dans la cuisine. Elle pleurait doucement, son visage caché derrière ses mains. Je me suis senti honteux d'avoir laissé cela arriver. Je me suis mis à la suivre, dans les petites choses. Les jours où elle ne rentrait pas tard, je l'ai vue marcher sur le vieux port, s'asseoir sur un banc et regarder la mer. Son regard se perdait parfois sur les bateaux qui bougeaient au gré des vagues, comme si elle cherchait quelque chose qu'on ne lui donnait pas. Elle avait une mendicité discrète, ses appels à la famille, ses petits carnets de recettes, la manière dont elle conservait chaque message de sa mère sur son téléphone. Je commençais à comprendre que l'isolement d'une au pair n'était pas seulement physique, c'était la séparation des habitudes, l'absence de lieu où l'on peut parler sans être jugé, sans avoir à expliquer trop de choses. La tension monta encore quand une crise plus matérielle nous a frappés, un virement en retard qui, quelques semaines après le licenciement, a rendu les comptes serrés. Je revois la scène comme une succession d'images nettes, les factures étalées sur la table, la feuille de paie imprimée, mon téléphone qui vibronnait sans cesse. Le poids de la responsabilité m'a écrasé. Dans tout cela, je sentais une colère mal placée, contre le système, contre les banques, mais aussi contre moi-même. Et, plus bas, une colère qui cherchait un bouc émissaire. Quand je rentrais tard, j'ai surpris parfois des remarques d'impatience à l'égard d'Anna. Pourquoi rentrait-elle si tard après ses journées? Pourquoi ne pouvait-elle pas prendre sur elle? Ce genre de pensée me révulsait, et en même temps, je sentais combien il était facile de glisser dans ce piège de la rationalisation. Anna voyait tout cela, mieux que je ne voulais l'admettre. Un soir, elle m'a dit quelque chose qui me fit perdre l'équilibre. Il y a des familles qui pensent qu'un au pair doit sourire même quand il n'en a pas envie. C'est plus facile à l'extérieur de chez vous, parce qu'on voit seulement ce que vous voulez montrer. Elle parlait de masquer la fatigue pour ne pas embêter. Elle parlait aussi de départ soudain. Elle partait vite, parce que rester paraît plus dangereux que partir.
Là, sa phrase a fait sens d'une manière que je n'aurais pas souhaité. Partir, parfois, devenait l'unique moyen de ne pas se perdre davantage. Je voulais réagir, me racheter. J'ai entrepris de petites choses au début. Proposer un repas ensemble, demander si elle voulait des jours de repos fixes, l'inviter à participer à nos moments de famille. Elle acceptait, mais je sentais sa réserve. La défiance ne se balaie pas avec des invitations. Il faudra des preuves, de la constance. Et puis, il y avait toujours un autre obstacle, l'entourage. Ma sœur m'a dit, avec toute la douceur de son amour, que je faisais trop, que c'était une jeune fille qui venait travailler, pas une invitée d'honneur. D'autres amis ont suggéré de la garder sous contrôle pour éviter qu'elle ne dérange la dynamique familiale. Ces remarques me rappelaient combien notre milieu pouvait confondre la générosité avec la condescendance. À certains moments, l'idée qu'elle puisse partir m'emplissait d'une panique presque physique, comme si un vide allait se creuser dans notre maison que rien ne viendrait combler. À d'autres, je sentais une culpabilité plus aiguë. Pourquoi avais-je le droit de la retenir alors qu'elle pouvait choisir de repartir pour sa propre survie ? Le dilemme n'était pas seulement administratif. Il touchait à la liberté d'une personne qui avait traversé un océan pour tenter autre chose. Et je réalisais, avec une lenteur douloureuse, que ma réflexion ne devait pas viser à la garder coûte que coûte, mais à comprendre ce qui la poussait à rester ou à partir. C'est alors que la vraie épreuve s'est présentée. Un dimanche matin, le téléphone d'Anna a sonné. Elle a lu le message en silence, a fermé les yeux, puis s'est excusée et est sortie sur le balcon, comme elle le faisait parfois pour se protéger. Quelques minutes plus tard, elle est revenue avec les yeux rouges. « Ma mère a eu des nouvelles de la famille », m'a-t-elle dit. Sa voix était calme, mais il y avait une tension nouvelle. Elle avait reçu l'information d'un cousin, des problèmes de santé, des obligations financières, des réalités qui, de l'autre côté de l'Atlantique, allaient affecter des vies entières. Je ne demandais pas d'abord, j'ai senti seulement la fragilité de la situation. Elle était ici, loin, et des décisions devaient être prises en quelques heures peut-être. Nous avons parlé tard ce soir-là, assis à la table qui servait aussi de bureau. Elle a évoqué des options, prolonger son séjour, demander une aide, partir. Elle était lucide sur le fait que rester en France impliquait des coûts, des efforts, une certaine précarité. Elle m'a parlé de fantasmes qu'on avait sur la vie à l'étranger, la mer, le soleil, les opportunités, puis de la réalité souvent plus modeste. Des heures non payées, des jours entiers sans sortie, l'absence d'un réseau de soutien. « Vous savez pourquoi elles partent si vite ?» m'a-t-elle dit en regardant l'assiette à moitié vide devant elle. « Parce que le prix à payer est parfois plus grand que l'idée qu'on se fait de l'aventure. » Il y avait une urgence dans sa voix, non pas seulement pour sa propre décision, mais parce qu'elle savait que notre maison n'était pas la seule à reproduire ce modèle. Elle parlait de ses amies, d'autres jeunes femmes qui avaient tenté l'expérience et avaient quitté au bout de quelques semaines, d'autres qui avaient tenu quelques mois puis étaient parties, épuisées. Elle me donnait des exemples concrets. Une mère qui exigeait que l'au-pair soit disponible à toute heure parce qu'elle aimait recevoir tôt le soir. Des employeurs qui ne reconnaissaient pas le travail invisible, celui de tenir une maison, d'être un soutien, d'écouter un enfant pleurer la nuit. Ces récits formaient une longue litanie de petites injustices, cumulatives et silencieuses. Je ne peux pas dire que je compris tout à la fois. Comprendre demande un travail, et j'étais, à cet instant, en train de commencer ce travail. Mais la vérité, la vraie, pénétrait déjà. La question n'était pas seulement de garder une personne, mais de réapprendre à la regarder en tant qu'être humain. Il me fallait revoir nos gestes quotidiens, nos paroles anodines, notre manière d'organiser une vie commune. C'était plus que cocher une case sur une liste de tâches, c'était une transformation lente, personnelle. La nuit suivante, en regardant Léo dormir paisiblement, j'ai senti que quelque chose en moi avait basculé. Ce n'était ni héroïsme ni repentir instantané. C'était l'éclosion d'une conscience nouvelle, maladroite et déterminée. Mais le chemin pour transformer cette conscience en acte était encore long. Des décisions plus lourdes se présentaient. Comment assurer sa sécurité financière? Comment accepter que notre orgueil se révèle? Comment convaincre mon entourage que la dignité d'une personne vaut plus qu'un arrangement pratique? Et surtout, comment laisser à Anna la liberté de choisir, sans la retenir par pitié ou par peur? Je savais une chose seulement, je ne pouvais plus prétendre que tout allait bien. La question du titre revenait en boucle dans ma tête, une phrase qui, jusque-là, avait été une curiosité distante.
Au pair brésilienne dans une famille de Marseille, j'ai découvert pourquoi elles partent si vite. Je comprenais désormais que cette découverte n'allait pas se résumer à un soir ou à un geste, c'était un long apprentissage. Avant d'aller plus loin, si cette histoire vous parle, restez avec moi. Ce que j'ai appris après cette nuit a changé la façon dont nous avons vécu, et la suite ne fut pas simple. Les jours qui suivirent ont été le théâtre d'une série d'essais et d'expériences. J'ai commencé par des gestes modestes, un planning affiché clairement, un message signé de ma main remerciant sa présence, un dimanche entier où je me suis proposé de m'occuper de Léo pendant qu'elle allait se reposer. Ces gestes semblaient simples, mais portaient un poids symbolique. Elle a accepté, d'abord avec réserve, puis avec une gratitude mesurée. Pourtant, d'autres forces s'opposaient à nos efforts. Ma sœur critiquait en privé mes changements, certains amis trouvaient nos gestes excessifs, et moi-même, je me surprenais à ressentir une certaine impatience quand elle me demandait une journée libre. La transformation exigeait une constance que mes habitudes n'étaient pas prêtes à suivre. Puis vint l'appel inattendu, un message sur le téléphone d'Anna, court et serré, venu d'un numéro brésilien. La photo de profil montrait une femme d'âge mûr. Anna a lu, a serré le téléphone contre sa poitrine, puis a demandé si elle pouvait prendre un billet de train pour quelques jours, le temps de régler une affaire familiale urgente. Sa voix était tranquille, mais derrière la tranquillité, il y avait une banalité tragique. L'urgence des séparations, la nécessité de choisir entre deux foyers, entre deux engagements. J'ai senti, à cet instant précis, que tout ce que j'avais entrepris pour la retenir devenait secondaire. La question clé n'était pas maintenant de la convaincre de rester, c'était de lui offrir la possibilité de partir sans que cela n'implique un coût insurmontable. Je lui ai proposé de l'aider à trouver un billet, de lui avancer l'argent si nécessaire, mais je savais que les questions matérielles n'étaient pas les seules. Prendre un billet signifiait plonger dans les complexités administratives, s'absenter du travail, affronter tout un réseau de choix personnels. Elle m'a regardé longuement avant de répondre, et dans ce regard, il y avait quelque chose que je n'avais pas prévu, de la fierté. Elle n'attendait pas d'être sauvée par nous. Elle voulait simplement ne pas être coupée du monde par des barrières invisibles. C'est ici que l'histoire prend un tournant, une situation où tout peut basculer et où les conséquences seront lourdes pour chacun d'entre nous. Je pensais avoir entamé un chemin vers la réparation. En réalité, je n'en avais fait qu'entrevoir la première marche. La décision d'Anna, sa façon de gérer son départ éventuel et la manière dont nous allions nous organiser à son absence, voici les éléments qui allaient déterminer si notre prise de conscience se traduirait en actes durables ou si tout retomberait dans l'ancienne routine. Je me suis couché cette nuit-là en regardant le plafond, avec des images de port, de longues plages, de la mer que nous avons sous les yeux ici à Marseille, et en pensant aux milliers de trellis invisibles qui lient les vies de ceux qui viennent travailler loin de chez eux. Le sommeil me vint, mais entre la fatigue et l'aube, une question persistait. Est-ce que comprendre suffit à changer la réalité ? Je me promettais d'essayer, malgré mes incertitudes, même si je savais que ce serait plus difficile que je ne l'imaginais. Et puis, le lendemain, le téléphone a sonné à nouveau. Anna a lu le message en silence, a fermé les yeux, puis s'est levée doucement pour sortir sur le balcon. J'ai attendu dans la cuisine, la radio éteinte comme un témoin inutile. Quand elle est revenue, ses yeux étaient plus calmes qu'hier soir, mais il y avait une décision dans son pas, comme une promesse adressée à elle-même. « Je dois partir », a-t-elle dit, presque sans détour, « quelques jours au moins ». Je sentis une panique familière monter, ce vide qui menace de grignoter l'équilibre de la maison, mais aussi une envie nouvelle, ne pas lui poser des conditions, ne pas jouer à celui qui sauve. Je me suis approché, j'ai posé la main sur la table, comme pour m'ancrer. « Je peux t'avancer l'argent du billet si tu veux », ai-je proposé, avant de mesurer mes mots. Elle a hoché la tête, puis a repoussé doucement la proposition. « Merci, mais je ne veux pas que tu aies l'impression de me devoir quelque chose. J'apprécie l'offre, vraiment. » Son regard a cherché le mien, comme pour sonder ma sincérité. « Si tu veux aider, accompagne-moi dans ce qui pourra rester ici pendant mon absence. Parle à Élodie de clarifier les horaires, préviens ma remplaçante éventuelle. Montre que tu prends ça au sérieux. » Il y avait dans ces mots une rappel que l'aide ne se mesurait pas uniquement en euros, mais en responsabilité. Je me rendis compte que je devais faire plus que des promesses bien tournées. J'ai accepté, malhabilement, avec la ferme volonté d'agir.
Les jours qui suivirent furent rythmés par une double préparation, la sienne, évidente et faite de bagages pliés avec méthode, d'appels rapides au Brésil, la mienne, plus tortueuse, bâtie d'efforts pour transformer la prise de conscience en gestes concrets. J'ai commencé par ce que je pensais pouvoir faire sans trop de bruit, écrire, signer, formaliser. J'ai pris un carnet, j'ai listé les tâches, les horaires, les jours de repos que nous pourrions garantir. J'ai noté les salaires et des points simples, un engagement à une journée entière de repos par semaine, une règle claire sur ses heures de sommeil, la promesse de prévenir à l'avance toute demande de présence nocturne. Quand je suis allé en parler avec Élodie, elle a levé les yeux de son ordinateur, surprise. « Écrire ? Vraiment ?» a-t-elle lâché, un mélange de scepticisme et d'irritation. Je sentais ma lampe intérieure vaciller, l'orgueil venant chuchoter que tout ceci était excessif. Mais quelque chose dans la voix d'Anna l'autre soir m'interdisait de reculer. « Oui, écrire, ai-je répondu, pour nous et pour elle, pour que ce ne soit pas juste de la bienveillance à la carte. » La conversation fut longue et parfois rugueuse. Élodie m'a répété que nous étions déjà généreux, que nous offrions un toit et du soutien. J'ai rappelé que la dignité ne se payait pas seulement en logement. Nous avons désigné ensemble des jours précis où Anna serait libre, des plages horaires où elle pourrait recevoir des appels, des moments où elle participerait aux repas familiaux à son choix. J'ai proposé de mettre tout cela par écrit, de le signer entre nous trois. Je me suis arrêté, conscient de la symbolique. Nous officialisions une relation qui, jusque-là, avait vécu dans l'implicite. Cela n'a pas effacé en un instant les habitudes. Il y eut des maladresses. Un samedi où, pris par un dossier, j'ai demandé à Anna de rester plus longtemps. Une remarque en famille sur sa disponibilité qui, malgré mes avertissements, a glissé comme un couteau dans le silence. À chaque faux pas, j'ai dû revenir sur mes pas et réparer de petites ruptures de confiance. Les mots sont une chose, la cohérence en est une autre. Pendant ce temps-là, Anna a pris son billet. Elle est partie pour quelques jours au Brésil et la maison nous a paru plus grande à son absence. Léo pleurait davantage, peut-être parce qu'il sentait la différence d'une main qui avait appris ses rythmes. J'ai eu des nuits courtes où je me suis réveillé en sursaut, cherchant les raisons de ce perfectionnisme parental qui n'était que panique. Son retour fut tendre et chargé. Elle a déposé un petit sac de café de chez elle sur la table, un geste discret qui disait « Je suis revenu, je n'ai pas tout laissé derrière ». Il y avait dans son visage une fatigue, mais aussi une lumière plus calme, comme si la distance avait agi comme un révélateur. Elle est restée plus claire dans ses demandes, moins encline à masquer l'épuisement par des sourires. Nous avons signé le document que nous avions élaboré. Il n'était pas un contrat légal, c'était une charte, une promesse entre nous, lisible, simple. Nous l'avons écrite à la main parce que l'acte manuel portait un sens, nommer pour reconnaître. J'ai pris soin d'inscrire des points que j'avais appris à écouter. Temps de repos garanti, liberté de refuser une présence nocturne sans conséquence, rémunération claire pour heures supplémentaires éventuelles, liberté de conserver son téléphone et ses appels, respect de ses moments culturels. Nous avons ajouté une clause probablement trop humaniste, une réunion mensuelle pour parler, sans jugement, de ce qui allait ou non. Si j'écris ces mots aujourd'hui, c'est parce que ces gestes ont compté. Mais il faut être juste, la signature d'un papier ne transforme pas des regards figés en respect immédiat. Elle offre une plateforme, une chance de changer. Les premiers mois furent un apprentissage quotidien. J'ai appris à écouter au lieu de prescrire. Je me suis surpris à demander son avis sur des choses qui, auparavant, me semblaient insignifiantes. Quelle heure te convient pour commencer la journée ? Préfères-tu qu'on prévoie un jour précis pour que tu vois des amis ? Ces questions, banales, se heurtèrent d'abord à sa réserve. Les habitudes sont des murs qu'on ne brise pas d'un coup. Le moment le plus difficile fut sans doute le jour où ma sœur est venue déjeuner. Elle regarda Anna avec une douceur condescendante, commentant qu'il était touchant qu'une jeune fille vienne se faire une expérience à l'étranger. J'ai senti une colère nouvelle, une volonté de défendre ce que nous avions mis en place. J'ai expliqué, peut-être avec trop d'émotion, que nous avions signé une charte, que nous nous engagions à respecter des horaires et une dignité. Ma sœur a haussé les épaules. « Tu fais beaucoup », a-t-elle dit. J'ai compris que la résistance ne venait pas seulement de nous, mais bien d'un regard social qui réduisait la réalité des migrants à une matière d'expérience.
Ce fut là une leçon essentielle. La transformation d'un foyer demande parfois de se tenir contre des conventions, d'affirmer que la politesse ne suffit pas si elle masque un pouvoir. J'ai appris que la modestie sociale peut être un voile qui empêche de voir. Et j'ai appris, plus humblement, que changer de posture n'est pas faire la morale aux autres, c'est partager un standard plus humain. Anna, pour sa part, n'avait rien d'un modèle immaculé. Elle avait des impatiences, des absences parfois, des moments où sa réserve la rendait froide. Un soir, après un malentendu sur l'heure à laquelle elle devait garder Léo parce que j'avais mal noté un rendez-vous, elle a posé sèchement que je n'avais qu'à mieux m'organiser. Nous nous sommes disputés. C'était la première vraie dispute entre nous, loin de la pudeur des conversations polies. Elle m'a renvoyé que je croyais parfois que tout pouvait être réglé par un geste administratif, comme si les papiers arrangeraient aussi les blessures invisibles. J'ai crié, ce dont je n'étais pas fier, puis je me suis excusé. Nous avons pleuré chacun dans nos coins. La réparation fut lente. Nous avons dû négocier un peu notre patiente bienveillance. À travers ces mois, j'ai appris à désapprendre l'impatience, à accepter que la réparation est un chemin où l'on trébuche, puis où l'on tend la main, puis où l'on se relève. J'ai appris aussi à regarder la ville autrement. Marseille me paraissait souvent l'écrin d'un exotisme facile, le soleil, la mer, la dolce vita. Mais découvrir l'isolement d'une jeune femme brésilienne me fit observer la ville comme un lieu où se croisent des histoires d'urgence et de solitude. Les bancs du Vieux-Port devenaient des lieux de rendez-vous, la gare Saint-Charles des passages d'absence, la rue Caïséry des trajets pour rejoindre un travail supplémentaire. À chaque coin, j'apprenais la fragilité du réseau humain qui soutient ceux qui partent. Il y eut d'autres opères, d'autres histoires qui me parvinrent par sa bouche ou par la bouche d'anciennes collègues. Elle me parlait d'une amie qui avait été embarquée au père dans une maison de l'autre côté de la ville où on lui avait pris son passeport pour le garder en sécurité. Une autre avait vécu des remarques racistes à demi-mot lors d'un dîner. Ces récits n'étaient pas des complaintes, mais des constats. J'ai découvert l'existence de petites combines, offres d'hébergement conditionné, heures non payées inventées au nom de la convivialité, silence imposé. J'ai découvert aussi la force de ces femmes, une force faite d'humour, d'entraide, de réseaux informels qui se passent des adresses, des mots-clés, des lieux sûrs pour partager un repas ou une soirée sans être évalués. C'est là que la communauté a commencé à jouer un rôle. À force d'écouter, j'ai été poussé à sortir de mon cercle. J'ai rencontré d'autres familles, j'ai parlé avec des voisins, j'ai glissé dans la conversation que nous avions tenté de formaliser une charte. Peu à peu, des discussions se nouèrent. Une voisine a avoué qu'elle avait elle aussi envoyé l'une de ses filles au père il y a des années. Elle a témoigné d'un regret, puis d'un engagement à faire mieux. Des petites alliances se formèrent, non pas pour moraliser, mais pour partager des pratiques. Heures claires, réunions mensuelles, respect de téléphone. Ce n'a pas fait disparaître toutes les tensions, mais cela a ouvert des fenêtres. Anna, de son côté, tissait aussi ses propres réseaux. Elle a commencé à participer à des soirées où d'autres Brésiliennes se retrouvaient, parfois chez une professeure de danse au cours Julien, parfois dans des appartements minuscules où on se partageait des plats. Elle s'est mise à inviter des collègues chez nous pour des repas, non comme des domestiques, mais comme des amis. Une fois, après un dîner où plusieurs opères avaient ri aux blagues d'un chanteur amateur, j'ai vu Anna s'épanouir d'une façon qui m'a touché. Elle apportait des phrases en portugais que nous tentions de répéter, et le salon était plein d'une vie que je n'avais pas contribué à créer, mais que j'accueillais avec gratitude. Pourtant, le destin n'était pas un mouvement unidirectionnel vers un happy end confortable. La vraie épreuve survint quand la vie d'Anna a posé une exigence plus lourde, une possibilité d'emploi à Sao Paulo pour aider sa famille, ou rester ici en tant que nounou permanente avec plus de responsabilités mais moins de liberté. Elle se retrouva devant un choix qui n'était pas seulement personnel, rester, poursuivre une stabilité relative, aider à long terme la famille française, ou partir, courir une chance de gagner plus, retrouver du temps auprès des siens. Elle le disait sans emphase, comme on parle d'un puzzle où toutes les pièces ne se trouvent pas immédiatement. Nous avons discuté longuement, j'étais prêt à lui offrir davantage, oui, mais je ne pouvais pas effacer le coût émotionnel de sa décision. Elle m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Rester pour une famille qui veut que je sois là parce qu'elle ne peut pas assumer, ce n'est pas mon seul horizon.
Partir pour aider ma mère, ce n'est pas un renoncement à votre reconnaissance, c'est une décision d'amour pour mon sang. C'était d'une simplicité implacable. Elle refusait d'être réduite à une solution locale pour nos problèmes. Elle revendiquait une identité multiple, fille, femme, travailleuse, étrangère. Et dans sa revendication résidait une fragilité lumineuse. Le jour du départ approcha. J'ai senti en moi un mélange de fierté et d'angoisse. Fierté parce que je savais avoir bâti quelque chose de clairement meilleur que l'implicite. Angoisse parce que le risque demeurait que tout retombe dans l'ombre une fois ces valises vidées. J'ai décidé d'agir sur ce que je pouvais contrôler. J'ai parlé à Élodie, pour la première fois sans faux semblant, d'une manière que je n'aurais peut-être pas su adopter avant. J'ai demandé qu'elle témoigne publiquement de l'engagement pris. Pas pour exhiber notre bonté, mais pour que cela soit connu, pour que lorsque d'autres familles la regarderaient, elles trouvent un modèle. Élodie a pleuré en silence et a dit oui. La veille du départ, nous sommes allés au Vieux-Port. Le ciel était bas, la mer avait cette couleur d'acier qui fait qu'on mesure l'infini. Nous avons marché côte à côte, sans la légèreté des promenades d'autrefois, mais avec une honnêteté nouvelle. On a parlé des choses simples, des amis qu'elle voyait, des recettes qu'elle allait partager, des projets qui l'attendaient. À un moment, elle s'est arrêtée, a pris ma main, un geste spontané, presque maladroit, et a dit « Merci de m'avoir demandé qui j'étais ». Je n'ai su que répondre. Les mots semblaient pauvres. Alors je lui ai dit ce que je pensais sincèrement. « Merci d'avoir tenu bon quand je n'étais pas à la hauteur ». Nous avons ri, puis nous avons pleuré. Léo, innocent à sa façon, avait les yeux lourds, comme s'il comprenait que quelque chose changeait. Le matin du départ, la gare Saint-Charles était pleine de voyageurs pressés et de silhouettes chargées d'espoir. Le quai 5 avait cette odeur de café et de papier humide, de glycérine et de départ. Anna avait une petite valise noire, le café en grains dans un sac en papier brun, un châle égaré sur les épaules. Elle avait promis de revenir, peut-être dans quelques mois, peut-être jamais, sans promesse de calendrier. Les au revoir étaient mêlés et simples. Élodie a versé des larmes que je n'avais jamais vues chez elle, des larmes de reconnaissance et d'admission. Je me suis approché. Nous nous sommes embrassés en silence, comme si un accord tacite se formait. Pas d'obligation de rester, mais la reconnaissance d'un lien transformé. Elle m'a murmuré avant de monter dans le train: si un jour tu veux comprendre vraiment pourquoi elles partent si vite, pense moins à les retenir qu'à leur donner un endroit où elles peuvent revenir volontiers. Ces mots furent un coup de cloche clair. Le train est parti. Je suis resté sur le quai un instant, le cœur lourd et étrangement léger à la fois. Il est facile de dire que le départ fut une douleur sèche, un bouquet fané. Mais ce n'était pas seulement cela. En la voyant partir, j'ai senti que quelque chose en nous avait définitivement changé. Ce n'était pas la fin d'une histoire, c'était le début d'une responsabilité continue. Après son départ, la maison prit un rythme différent. Léo, comme si l'aventure avait laissé une trace, s'attachait plus facilement à nous, mais il gardait dans son sommeil des raisons pour lesquelles une présence aimante compte. J'ai repris le fil des heures, du travail, des comptes. Mais à chaque fois que j'entendais un biberon, je me souvenais de la manière dont Anna l'avait préparé, pas seulement physiquement, mais avec une présence qui disait « tu comptes ». Ce souvenir bastonnait ma routine d'une façon salutaire. Les mois qui suivirent furent consacrés à la consolidation. Nous avons maintenu la charte signée. Nous avons continué d'inviter au lieu de nous contenter d'exiger. Parfois j'avais la tentation de retomber dans la facilité, mais je me rappelais la fermeté d'Anna, ses exigences simples. Appel téléphonique à horaire convenable, respect d'un jour de repos, reconnaissance publique. Ces exigences me paraissaient désormais évidentes. 1 an plus tard, Anna est revenue. Elle a débarqué un soir, surprise, comme un présent inattendu. Elle avait gagné un peu d'argent au Brésil, avait réglé des affaires familiales et avait décidé de revenir à Marseille pour un temps, mais avec une demande nouvelle. Conserver sa liberté de mouvement, sa possibilité de prendre des congés longs si besoin et une relation moins asymétrique avec nous. Nous avons ri, parlé, négocié. Elle n'était plus au pair au sens ancien du terme, elle était devenue une amie, une partie de notre vie, avec ses limites et ses choix. Je raconte tout ceci non pour essayer d'édifier, mais pour que la leçon soit claire et humble. Elles partent si vite parce que rester exige, au quotidien, une reconnaissance qui ne s'écrit pas seulement en chiffres.
Elles partent quand leur dignité est niée par des détails. Un mot, un regard, une poignée d'heures volées sans explication. Elles partent aussi parce qu'elles ont une vie ailleurs, des personnes qui ont besoin d'elles, et parfois la séparation est la seule façon qu'elles ont de se protéger. Mais elles restent ou reviennent quand elles trouvent quelqu'un prêt à changer sa manière d'être, quand on leur offre la liberté autant que la sécurité. Je me suis transformé à mon insu d'abord, puis par choix. J'ai appris à demander, puis à vérifier que mes demandes étaient respectueuses, à corriger mes maladresses sans me défausser sur la fatigue, à défendre la dignité de quelqu'un même si cela me coûte un peu de standing social. J'ai compris que l'hospitalité n'est pas un luxe, mais une pratique quotidienne. Et j'ai compris aussi que certaines décisions resteront du ressort de celles qui partent, leur corps, leurs choix, leurs priorités. Ce récit est aussi une invitation à regarder autrement. Si, un jour, vous envisagez d'accueillir quelqu'un chez vous, que ce soit un au-pair, une aide à domicile, une personne venue d'ailleurs, mettez-vous à l'épreuve des gestes concrets. N'improvisez pas la générosité comme un artifice, faites-en un contrat humain, écrit ou non, mais sincère. Demandez-vous quelles paroles, quel regard, quel silence vous entretenez sans y penser, et si ces éléments pourraient rendre la vie d'un autre plus pesante au lieu d'être légère. Je ne donne pas de recette juridique ici. Si des questions administratives ou de droit doivent être traitées, il est préférable de vérifier auprès d'un spécialiste. Mais il y a des gestes que nous pouvons tous poser dès maintenant. Nommer les tâches, respecter les heures de repos, appeler par son prénom, inviter à être présent de plein gré au repas, offrir des occasions d'intégration sociale. Ces choses ne coûtent parfois rien et valent énormément. La dernière image que je garde est celle d'Anna, debout sur le quai, le châle serré, nous faisant un signe de la main qui n'était ni définitif ni hésitant. Marseille, dans sa lumière d'hiver, semblait retenir sa respiration. J'ai compris en voyant le train disparaître que le véritable apprentissage n'était pas d'empêcher le départ, mais d'apprendre à rendre le départ moins urgent, moins nécessaire. J'ai appris que la dignité dont parlait Anna n'est pas une faveur qu'on accorde, c'est un droit élémentaire qui façonne la capacité d'un être humain à rester, à risquer de se livrer, à accepter d'appartenir. Si cette histoire vous touche, si vous avez vous aussi connu des vies qui ont croisé la vôtre et s'en sont allées trop vite, partagez votre expérience. Parlez-en autour de vous avec respect. Si vous souhaitez aller plus loin, il existe des associations locales qui soutiennent les travailleurs domestiques et les au-pairs. Elles peuvent offrir des informations et du soutien. Rien dans ce récit n'est une leçon achevée, mais j'espère qu'il posera une question. Comment pouvons-nous, chacun à notre place, faire en sorte que la dignité pèse plus lourd que la commodité? Au final, la réponse à la phrase qui m'a hanté pendant des mois est devenue claire pour moi. Elles partent si vite parce que, parfois, rester demande plus que des horaires et un salaire. Ils demandent qu'on les regarde, qu'on les écoute et qu'on leur laisse la liberté de choisir. Voilà ce qu'Anna m'a appris. Voilà pourquoi, aujourd'hui, quand je regarde un biberon posé sur la table, je n'y vois plus seulement un objet. J'y vois une responsabilité.